Quand on veut rejoindre la mer du Nord et une partie de son littoral belge et hollandais, tout juste au niveau de la mer, voire carrément en dessous, on s'attend tout naturellement à découvrir des villes traversées par une multitude de canaux. Un peu plus au sud, au bord de la Manche, et plus précisément dans l'estuaire de la Seine. À Honfleur, c'est par un chenal que l'eau arrive dans son vieux bassin. Ce port situé en plein centre-ville, entouré par son fameux quai Sainte-Catherine, et sa suite ininterrompue de vieilles maisons colorées aux toits en ardoise, qui a inspiré plus d'un peintre, dont Claude Monet, précurseur du mouvement impressionniste. Une ville romantique au charme certain, qu'on prend plaisir à parcourir avant de partir plus au nord. Au pays des vélos, en Hollande et Rotterdam. Premier port européen sous les bombes allemandes en 1940 et totalement reconstruite. Une ville qui a un peu la folie des grandeurs. Une ville de gratte-ciel où la liberté d'expression et l'art moderne règnent. Il y fait bon flâner le nez en l'air pour contempler une architecture contemporaine et audacieuse. Ces fromages sont réputés comme le sont ceux que l'on peut acheter dans le Marktal, cet immense marché couvert futuriste en plein centre. Des fromages jaunes ou oranges, comme le Gouda ou les dames passées au colorant naturel, le fameux Roku, garnissent les nombreuses étals. Dans ce centre totalement rebâti, un bâtiment fait exception, l'hôtel de ville, totalement épargné par les bombes. Il témoigne de la richesse du passé de cette ville, un bâtiment d'inspiration Renaissance, avec un clocher à plus de 70 mètres qui vaut le coup d'œil. Avec son architecture tant extérieure qu'intérieure, plaisante à contempler. Un hall central impressionnant donne sur des jardins fermés. Rare témoignage encore vivant du passé de cette mégapole européenne. Un autre édifice est le seul vestige médiéval. La grande église protestante de Saint-Laurent, abîmée pendant la guerre puis rénovée, possède une structure maçonnée en briques. Une église relativement imposante, dont l'intérieur est vaste mais semble vide, voire dépouillé. Bien dans la tradition des églises du Nord. Déambulant dans son allée centrale, on est vite cloué au sol par la qualité de sa charpente. Mais surtout devant les orgues, dont un central, qui est en réalité le plus grand d'Europe avec plus de 7000 tuyaux. Un orgue majestueux qui vaut le détour à lui seul. Rotterdam, comme toutes ces villes proches du littoral de la mer du Nord, est sous l'eau. Et les canaux sont les secondes voies de navigation permettant de s'échapper par les fameux water taxis. Des taxis jaunes qu'il est facile de prendre pour à grande vitesse faire le tour de la ville et tracer sur la Meuse pour rejoindre son port innovant et futuriste. On ne manquera pas de passer sous l'emblème de toute une population ici, le pont Erasme. Un pont spectaculaire à haubans, avec une poutre d'acier blanche gigantesque, visible de tellement loin qu'on peut peut-être l'apercevoir 500 km plus loin depuis une autre métropole.
Hambourg, deuxième ville d'Allemagne. Là aussi, une ville au milieu de l'eau. Dans ce port mondialement reconnu, l'eau est partout présente et naviguer sur le fameux lac Alster en plein centre est un classique à ne pas manquer. Un petit paradis de détente où nagent une multitude de poissons. Sur ses bords, d'imposantes demeures à des prix démentiels ont pris place au fil des siècles. Des canaux qui rejoignent ces lacs, d'où on peut admirer au loin l'hôtel de ville majestueux. Reconstruit après un terrible incendie, il impressionne par ses dimensions avec ses façades imposantes de style néo-renaissance et par sa tour centrale, un campanile sans fin, peut-être un des plus beaux d'Europe. Il abrite le Parlement et le Sénat. Ville d'espace, ses habitants aiment à se retrouver sur cette immense place, comme tous les touristes l'été venu qui n'hésitent pas à faire le tour des églises. Elles sont nombreuses. De Saint-Pierre, la plus ancienne paroisse de Hambourg, restée intacte après la guerre, à notre coup de cœur, Saint-Michel, église luthérienne et monument emblématique de la ville. Rare style baroque d'Allemagne du Nord, avec un intérieur simple qui ferait presque penser à une salle de concert, tant sa nef centrale est très large et lumineuse. L'eau, toujours l'eau. Bruges est peut-être celle qui ressemble le plus à Venise. Cette magnifique ville fortifiée se cache derrière son histoire et ses canaux, qui lui ont assuré sa richesse pendant longtemps, ainsi que sa position dominante pendant le Moyen-Âge en Europe du Nord-Ouest. Contrairement à Venise, le débit d'eau des canaux de Bruges peut être régulé. La maison éclusière du Mindwater de pur style flamand est là pour nous le rappeler. Un lieu serein, proche du béguinage, et son passé qui vit les femmes pieuses rechercher une autre voie qu'un monastère pour vivre leur foi chrétienne. Derrière un mur d'enceinte, on plonge dans une cour qui fait encore apparaître les maisons alignées une à une, occupées chacune par les béguines de l'époque. Un véritable village, lieu de prière, avec un jardin silencieux et ses façades peintes en blanc. De cette époque, il reste encore beaucoup de bâtiments, d'institutions, et les fameux longs coups, ces cygnes qui prennent plaisir à nager sur ces canaux depuis le XVe siècle. Ils ont longtemps incarné un symbole de puissance, mais il semble surtout être enchaîné à l'histoire intrigante de cette ville, oubliée par le temps. Son cœur historique est encerclé par les fortifications et l'eau de ses canaux. Et c'est en bateau qu'il peut être admiré, à moins que l'on ne préfère se déplacer en calèche pour le découvrir d'une manière plus romantique. Cette ville au charme fou est un véritable musée à ciel ouvert qui se dévoile au fur et à mesure que l'on avance dans la partie méridionale de son centre historique. Sa grande place, véritable place du marché,
nous offre une qualité d'architecture exceptionnelle et un voyage dans le temps. Du palais provincial, chef-d'œuvre néo-gothique, en passant par son musée historique à son beffroi. Une tour médiévale sans fin surmonte la Halle aux Draps, bâtiment monumental en plein centre de la ville depuis près de 600 ans. Sans compter les pignons en façade typiques de ces maisons, ornements qui coiffent très souvent tous les édifices de l'architecture gothique et Renaissance de l'Europe du Nord. Une région qui fait une large place à la bière, boisson privilégiée de tout un peuple, et le mur de la bière est présent pour nous le rappeler. Des canaux qu'on ne finit pas de remonter pour admirer toutes les églises de cette ville, de culture et de religion catholique. L'église Notre-Dame et sa flèche en brique, parmi les plus hautes au monde, qui marquent le ciel de cette cité au même titre que le beffroi. Une église qui a également la particularité d'avoir des coloris différents de façade. On passe ainsi facilement du rouge au bleu-gris et on a l'impression de l'extérieur d'avoir sous les yeux des églises différentes. Son intérieur est un fantastique témoignage de l'art de la ville. Et met en évidence notamment une superbe chaire en bois sculpté. La cathédrale Saint-Sauveur, qu'on peut atteindre en parcourant de multiples ruelles, édifice qui date déjà d'un millénaire. Avec sa nef épurée et restaurée, son chœur avec ses vitraux et ses tapisseries impressionnantes. Impressionnant, le musée Grütesseul l'est certainement. Situé dans un hôtel particulier historique, il donne envie de contempler à loisir les moindres caractéristiques de son architecture.
Et c'est encore en calèche ou par les canaux qu'on laissera cette métropole au patrimoine inestimable pour rejoindre la mer du Nord dans un premier temps. Et la Baltique après, puis l'Oder qui s'y jette. Un fleuve qui traverse Wrocław, capitale de la Basse-Silésie en Pologne, province à la frontière de la République tchèque et de l'Allemagne. Dans cette puissante ville, l'eau est partout présente. L'Oder se divise en plusieurs bras, et pour les franchir, il faut des ponts en acier, des ponts construits pour la plupart au XIXe, utilisés pour traverser tous les canaux de la Venise polonaise. De grandes avenues nous emmènent au centre-ville, en passant devant toutes ces façades à l'architecture Art Nouveau. Un quartier totalement réhabilité après le changement du système à la fin du XXe siècle. Les personnes qui habitent ici avaient la priorité, mais beaucoup d'eux n'avaient pas d'argent. Alors on cherche des investisseurs et ils achètent. Dans cette petite Venise empreinte de calme et de sérénité, on poursuivra par le collège des Augustins et ses peintures murales qui nous intriguent. Notamment le portrait d'Edith Stein, philosophe juive convertie au catholicisme, déportée et gazée à Auschwitz, laquelle a fait ses études dans ces bâtiments de l'université qui porte aujourd'hui son nom. Cette université est devenue au fil des années une véritable institution académique en Pologne, un véritable laboratoire intellectuel avec son architecture baroque remarquable, de ses façades à son balcon principal richement orné. Une porte ouverte nous permet de plonger dans l'ambiance calme et studieuse de sa bibliothèque et de penser que ces lieux ont produit plus de 11 lauréats du prix Nobel et vu Alois Alzheimer y donner des cours. Dans cette ville bouleversée à la fin du XIXe et au début du XXe, on trouvera toujours un passage pour rejoindre l'Oder et ses églises de briques rouges, dont la célèbre cathédrale Saint-Jean-Baptiste de pur style gothique et d'une taille impressionnante, comme ces immenses flèches visibles à des kilomètres. Solidarnosc y a laissé son empreinte. Et dans cette ville historique, la grandeur croise la petitesse, à l'image de ces figurines en bronze, des lutins érigés par les autorités en hommage à ces étudiants qui ont maintes fois ridiculisé le régime communiste en place. On a intérêt à baisser la tête pour rejoindre le centre, car il y en a partout. Un centre historique typiquement polonais qui mérite le détour à lui seul. Là, il faut être bien accroché pour contempler ce que l'on voit. On en prend plein les yeux. Un pur joyau d'architecture étonnant se dresse devant nous. Et on ne se lassera pas d'arpenter cette place du marché aux façades colorées du plus bel effet, aux frontons nettement découpés. Tout est là pour faire du Rýnec un lieu de vie pour toute une population. Et dire que cette place, certainement une des plus grandes et des plus belles d'Europe, a été rasée par l'armée rouge le 4 février 1945. Reproduites à l'identique selon d'anciennes gravures, les 9 demeures ont retrouvé leur lustre d'antan. Et le cœur de cette ville, datant du Moyen-Âge, un souffle nouveau, à l'image de la maison des 7 électeurs. L'hôtel de ville, chef-d'œuvre gothique bourgeois avec son horloge astronomique, a survécu au bombardement pendant 80 jours. Il est souvent visité par les jeunes mariés, qui apprécient cet édifice à l'architecture et aux détails impressionnants. Comme ces frises en relief, véritable dentelle découpée d'une grande richesse. Comme ce pays qui prospère et dont le dynamisme ne finit pas de nous surprendre. C'est depuis ces îles et îlots qu'on ira rejoindre celle que l'on surnomme la Venise des Alpes. Annecy,
et son lac alimenté par les eaux pures et toniques du massif alpin, en plein cœur des Alpes. Lac encadré par ces massifs préalpins magnifiques. Le cadre est idéal à découvrir en bateau avec des points de vue spectaculaires comme Duhain et son château de maître. Cette ville a su préserver son charme et son authenticité au milieu de ses montagnes, de ses canaux et de ses eaux couleur bleu-vert. Son château emblématique surplombe la ville depuis des siècles. Et c'est de cette forteresse que les ducs de Savoie devaient certainement surveiller le lac et la ville, ainsi que ses nombreuses ruelles qui, l'été venu, font le bonheur des touristes. Une balade dans un vrai labyrinthe, entre les porches, les escaliers, les passages étroits, véritables coupe-gorge, les arcades et les ruelles. Il y a tout pour se perdre, mais on arrivera toujours à relier le fil conducteur de ce parcours du combattant, car on tombera obligatoirement sur la rivière du Thioux. Ce centre historique médiéval présente une certaine unité tant les bâtiments semblent construits sur l'eau. Des bâtisses colorées datant du Moyen-Âge, dont certaines ont résisté aux incendies et qui suscitent l'admiration le long des canaux où sont fortement représentés les restaurants ou bars avec leurs terrasses, très prisés dès que les rayons du soleil sont au rendez-vous. Les canaux ici sont interdits à la navigation. C'est donc de haut qu'on admirera notamment le débit de l'eau ou les fameuses écluses, installées pour réguler le niveau d'eau provenant du lac. Tout cela forme un cadre idyllique, devant lequel on se prendrait même à rêver, comme devant le pont des Amours, sur cette passerelle en acier d'une autre époque qui ouvre sur le canal du Vassé et ses embarcations, qui l'hiver semble figé par le temps. Un site romantique à souhait, une ville à découvrir, avec son ambiance lacustre, une douceur de vivre qui mérite sans aucun doute le détour. Une cité ambitieuse, au développement certain, qu'on sera content de parcourir entre ses différents ponts, ses quais, ses lavoirs, ses passerelles et son palais, celui de Lille, qui ressemble fortement à un bateau ancré dans sa rivière, le Thioux, qui permet aux eaux du lac de s'écouler dans un des affluents du Rhône, le Fier. À défaut de gondoles, on aura trouvé de quoi les remplacer. Le lac transmet au Thioux ses eaux. Annecy, ces canaux, c'est un long fleuve tranquille. Le Thioux vient se déverser dans le centre de la vieille ville. Une rivière qui a joué un rôle essentiel dans la cité et la croissance économique de la ville. Les industries, les commerces et les habitations se développaient, chacun profitant du débit de l'eau. Des canaux qui ont façonné la ville depuis plusieurs siècles d'ailleurs à travers ces habitations. Il y avait par exemple des lavoirs comme celui-ci avant d'arriver à l'expansion que connaît aujourd'hui la Venise des Alpes. Alors, Venise est unique, mais toutes ces villes méritent d'être comparées à la capitale de la Vénétie. Chacune à leur niveau évidemment, pour leur ambiance aquatique. Ces villes n'ont pas la splendeur et le passé de Venise, mais méritent leur surnom, au même titre que d'autres, comme Amsterdam et Colmar.